Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce deuxième webcafé GAMP francophone qui portera aujourd'hui sur ICSVC qui est l'International Computerized System Validation Congress. Je suis aujourd'hui avec plein de monde. On a Laetitia Tardif qui est l'organisatrice du congrès, Philippe Langlais et Christophe Girardet. Je vous laisse vous présenter tout le monde. Avec Très plaisir. bien. Donc moi, c'est Laetitia Tardif. Je suis donc l'organisatrice d'ICSVC et je suis consultante depuis 2015 dans le CSV, majoritairement en Belgique. Ok, allez, autour de Philippe. Alors, Philippe Langlais, je travaille pour Dassault Systèmes. Je suis directeur de la conformité et de la gestion des risques pour la R&D du groupe Dassault Systèmes. Et je suis également le président de l'ISPE France depuis 3 ans maintenant, également membre du comité d'organisation du Forum francophone GAMP depuis sa création en 2006. Et à toi Christophe. Et du coup, Christophe Girardet. Donc moi, je travaille pour une société de services qui s'appelle Vega et je m'occupe des activités CSV pour nos clients en Suisse, en Allemagne, en France, au Benelux. Et je suis aussi membre du steering committee du Grand francophone et vous m'avez peut-être vu intervenir dans certaines des conférences ou webinars par le passé. Et donc moi c'est Quentin. Bonjour Nathalie qui vient de se connecter. Moi c'est Quentin Yo, je suis administrateur de ISPE France, récemment élu vice-président, donc je seconde Philippe. Et je suis aussi membre du steering committee de GAMP francophone. Alors en ligne, je vois qu'on a Lionel, salut Lionel, Nathalie aussi, qui nous ont dit bonjour. Les autres, je peux pas voir qui c'est parce qu'ils n'ont pas encore posté de message. Bonjour Yves, que je sais en ligne. Alors, pour ce qu'on a à vous présenter aujourd'hui, on va faire un petit point sur la vie de l'association ISPE GAMP et puis après on embrayera sur la présentation de Laetitia. Concernant la vie de l'association, je voulais vous faire un petit retour rapidement sur la conférence SMQ qui a bien eu lieu en juin. Donc on a eu comme conférence maturité du système de gestion de la qualité, APQ excellence culturelle, validation évolution vers la qualité totale. On avait une présentation aussi qui était en anglais, comment établir et implémenter des contrôles avec ICHQ10. L'après-midi, on avait enchaîné sur ICHQ12. Et ensuite, on avait fait des ateliers alors qu'on a plutôt bien marché. Ça a eu des bons retours. Comment fonctionne votre système de management de qualité? Et on avait fait les études de cas sur CAPA Management Review. Pour ce qui va venir, le mois prochain, on aura le webcafé ISPE numéro 3 où on vous fera la présentation du nouveau CA et du bureau. Et en septembre, vous serez de nouveau avec Philippe, ici présent, pour faire un webcafé sur la cybersécurité. La prochaine conférence ISPE, ce sera éco-responsabilité les 19 et 20 septembre à Aramon. On a ouvert les inscriptions, donc vous pouvez y aller. Et on a intelligence artificielle qui sera à Mulhouse. Le programme est en cours d'élaboration. Et voilà. Ouais, vas-y. Je crois qu'on fait aussi encore un webinaire en amont de la journée intelligence artificielle. Oui, bah vas-y, tiens, je te laisse embrayer dessus. Donc, je ne sais pas si les participants ont pu voir le premier que tu as aussi enregistré, du coup, qui est disponible sur le canal YouTube. Du coup, on avait fait une première intervention sur l'intelligence artificielle, les use cases en pharma, les points d'attention et puis les avantages et remettre en place une intelligence artificielle. On embrayera en septembre sur un autre webinaire plutôt côté réglementaire, méthodologique. Et la journée à Mulhouse, sur laquelle tu l'avais sur la slide tout à l'heure, qui est le 14 novembre, hein, je crois, de mémoire, qui sera à la fois en présentiel sur Mulhouse et en hybride. Donc là, on voudra se pencher un peu plus aussi sur les use cases. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés aussi à présenter des choses, n'hésitez pas à vous manifester auprès soit de Quentin, soit de moi, soit d'Yves Sanson. On aimerait bien avoir un peu des présentations aussi de cas réels, de vie réelle. Et voilà.
Est-ce que j'oublie des choses, Quentin, par rapport à ça? Non, ça m'a l'air parfait. Ok. Laetitia, du coup, pendant que je prépare la présentation et que je te donne le contrôle, je te laisse vite fait présenter le projet. Enfin, le temps que les slides arrivent. Tac. Hop là. Oui, donc pour la présentation d'ICSVC, j'ai été cordialement invitée du coup par l'ISPE France et les GAN francophones puisque ils prennent part activement à l'organisation du congrès. Donc en tant que speaker, vous avez sûrement vu passer en termes de publicité sur LinkedIn. Ils viendront parler sur ce sujet-là juste après moi. Ils seront présents également en termes de stand. Si vous avez des questions à leur poser ou si vous avez besoin de renseignements, il ne faudra surtout pas hésiter à aller les voir. Et donc, le congrès aura lieu ici à Bruxelles cette année en octobre, les 17 et 18 octobre. Certains d'entre vous sont déjà enregistrés ou ont peut-être déjà vu passer certaines publicités sur LinkedIn également. Donc, alors pourquoi le choix de Bruxelles? Eh bien, Bruxelles, c'est, on va dire, le centre, on va dire, européen. Et ICSVC a pour but de pouvoir rassembler en fait les personnes qui travaillent sur le CSV de manière générale, hein, que ce soit CSV pur et dur, ou alors plutôt les aréas qui gravitent autour du CSV, donc tout ce qui est IT, infrastructure, qualité, automation, toutes ces activités-là qui ont un impact sur le CSV. Et donc le but est de pouvoir avoir un lieu de partage et de pouvoir avoir accès aussi à des experts lorsqu'on ne sait pas exactement qui contacter ou comment progresser aussi pour cela. Ok. Je pense qu'on est bon. Alors, je reviens du coup sur l'identité d'ICSVC. Ici, la présentation, c'est pas pour vous expliquer les différents workshops qu'on aura lors de ces 2 jours de présentation et les sessions plénières également. C'est plutôt vous expliquer comment a été créé le congrès, pourquoi et quelle est sa vision pour que vous puissiez vous inspirer et aussi voir si ça a un impact sur votre vie de tous les jours, en tout cas professionnelle. Alors, l'origine, eh bien évidemment, c'est on voit bien activement la progression de tout ce qui est technologie, la digitalisation également. Et donc, l'automatisation aussi prend part de plus en plus tous les systèmes qu'on a, que ce soit en production, en laboratoire, tout ce qui est QC, R&D. Et donc, toute cette augmentation de la technologie pose beaucoup de questions, surtout en termes de data. Et donc ici, comme on va un petit peu remanier sa manière de travailler, hein, puisque avec la nouvelle édition du GAN 5, on se repose aussi quelques questions, on switch de mindset. Et ici, donc beaucoup de personnes ont beaucoup de questions et on a envie, en tout cas, je le vois beaucoup moi chez mes clients et au travers de mes collègues et amis, on a envie de savoir un petit peu comment s'y prendre, comment aborder certaines choses et surtout comment fait l'autre aussi. C'est aussi le but du congrès. Ici, l'origine aussi de la création, c'est également, voilà, comme vous tous, je participe à certains événements qui existent déjà ici en France, en Belgique, en Europe globalement. On a beaucoup d'événements dans le life science, c'est très agréable, on peut apprendre beaucoup de choses sur plein de choses. Mais tout ce qui est CSV, ça reste assez minoritaire. Il y a quelques événements qui existent. Alors parfois, on n'a pas l'occasion de pouvoir y aller, les dates ne coïncident pas ou les sujets, etc. Mais c'est quand même un sujet qu'on aborde très peu. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir le rendre accessible aussi aux personnes qui ont envie de connaître un peu plus ce qu'est le CSV, ce qu'est le Data Integrity, comment aborder ces sujets-là. Et donc, comment, on va dire, savoir comment s'y prendre, hein, comment on va pouvoir être formé, vers qui se tourner, quel est le rôle de l'ISPE, par exemple, ou même du GAMP dans cette area-là. Et à la suite de participation à plusieurs événements, j'étais un peu déception sur déception. Et je me suis dit, mince, je suis peut-être pas la seule en fait à me sentir un peu frustrée parce que je n'arrive pas à avoir des conférences sur les sujets qui m'intéresseraient. Ou alors ces conférences-là sont à un niveau peut-être soit trop avancé si jamais on débarque dans certains sujets, soit un peu trop basique entre guillemets si on a déjà un certain niveau d'expérience.
et aussi des difficultés à pouvoir poser des questions, parce que souvent dans les événements, on a des présentations et puis ensuite, la place aux questions est assez restreinte. Et je me suis dit, bon, ben, ni une ni deux, c'est parti. Pourquoi pas créer justement une conférence, un congrès même, pour pouvoir aborder tous les sujets qu'on aimerait sur le CSV et ce qui gravite autour. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le ICSVC a pour but d'avoir un engagement en fait des participants aussi bien que des orateurs. Donc, vous verrez, au moment de l'événement, on a les sessions plénières et les workshops. Les workshops encore plus que les sessions plénières où on va demander une interaction, donc une participation active. Donc, si vous venez à l'événement pour chercher des informations, prendre contact avec des experts, alors il ne faudra pas rester assis sur sa chaise, il faudra aller vers les autres. Posez toutes vos questions, puisque le but, c'est que vous repartiez avec plus de réponses que de questions, et vraiment avoir un échange collaboratif. On est là pour brainstormer et il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de réponses bêtes. On est tous là dans le même bateau et donc l'idée est de ressortir encore plus rempli de connaissances. ICSVC est aussi là pour soutenir la croissance et le développement en fait des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux, puisque lorsqu'on travaille dans le CSV, on se rend bien compte que alors, il y a beaucoup de demandes. On a l'impression qu'on est nombreux, mais on n'est pas si nombreux à faire ce travail-là. Et donc, si il y a moyen de pouvoir véhiculer et démystifier qu'est-ce qu'est le CSV, pour donner envie aussi aux personnes de s'y intéresser et de travailler activement dans ces zones-là, alors ICSVC est là pour ça. Donc, la vision globale est de pouvoir inspirer et implanter en fait une envie d'amélioration, de développement de ces connaissances dans le CSV. Donc, peu importe le niveau qu'on a, les sujets seront abordés de manière différente. Et donc, comme la participation active est de rigueur, alors on pourra arriver à des questions en fonction du niveau technique que la personne aura. ICSVC, c'est donc un événement qui sera annuel. Alors pour cette année, on est sur 2 jours. On verra comment on aura les prochaines éditions, mais en tout cas, ce sera bien un événement annuel qui mêle une organisation assez classique, qu'on ait des sessions plénières avec des démonstrations, des panels discussions, etc. Et des workshops où on va aller plus loin dans le détail de certains sujets. Et également des temps de networking beaucoup plus longs. Donc, sûrement, vous l'avez vu donc, sur le site internet, dans l'onglet Programme, où tout est détaillé. Il y a des temps de networking qui sont assez longs. C'est pour pouvoir aller à la rencontre des autres participants et aussi des différents orateurs qui seront présents. Donc, l'idée est de vraiment développer son networking et pouvoir aller encore plus vers les experts dont on a besoin. L'idée aussi de ICSVC, c'est de pouvoir avoir des partenariats sur la durée. Donc, tous les partenaires, tous ceux qui prennent part à l'organisation, en fait, ce n'est pas uniquement pour une édition, c'est aussi entre chaque édition. Donc, vous verrez prochainement, ce sera annoncé. Il y aura des événements entre l'édition d'octobre et la prochaine édition de 2025, plutôt sur des types webinaires, petit déjeuner, soirées networking, etc., sur des démonstrations ou des visites, pour justement maintenir ce lien qui aura été créé lors de la première édition jusqu'à la seconde édition. Et évidemment, l'ouverture est internationale puisque l'idée aussi, peut-être que vous le voyez là où vous travaillez, mais par exemple en Belgique, c'est un petit pays. On connaît à peu près tous ceux qui travaillent dans le CSV. Et quand on switch de client, on se rend compte que, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part, une certaine méthodologie, certains templates, etc. Et au final, on arrive à une manière de travailler qui est, on va dire, très rébarbatif et une vision, on va dire, des réglementations et des guidances qui sont très figées, alors que justement, ces réglementations et ces guidances sont plutôt génériques pour pouvoir avoir une flexibilité et une approche qui sera en fonction de l'organisation. Donc, l'idée, c'est de plutôt se remettre un petit peu dans la vision plus ouverte de comment faire les choses, comment ne pas se retrouver en fait à devoir gérer un système qualité ou même une façon de valider
les systèmes informatisés et automatisés d'une certaine manière qui est trop restrictive ou trop contraignante. Donc ici, on va remettre un petit peu un regard neuf sur tout ça, justement en côtoyant des personnes qui viennent d'autres pays, qui ont peut-être une manière d'aborder les choses totalement différente. Ce que cherche ICSVC en fait à apporter à la communauté, c'est donc justement de construire une communauté dédiée. Donc en plus, on va dire qu'il va s'additionner à ce qui est déjà, on va dire, créé par l'ISPE ou même le GAMP. ICSVC va être là pour apporter plus la question. On va dire que ces associations-là sont plus là pour guider dans comment déchiffrer les réglementations, justement avec le GAMP5 qui est là pour un petit peu guider. Mais on a toujours ces petites questions. OK, j'ai compris la théorie, comment je fais en pratique? Ici, c'est justement ICSVC, c'est pour confronter ces idées de mise en praticité. Comment fait l'autre? Comment il a géré cette question-là? Est-ce que son idée peut s'appliquer à mon organisation? Est-ce que je peux mêler certaines approches, etc. C'est vraiment plutôt la mise en pratique et l'amélioration continue, plus que tout ce qui est philosophique et études de réglementation ou de guidance. On est bien évidemment toujours au niveau européen et l'idée aussi est de pouvoir rencontrer des personnes qui travaillent dans des domaines qui sont proches de la BSI, du CSV, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, automation, IT et qualité et bien d'autres, puisqu'on peut même mêler à ça tout ce qui est toutes les personnes qui travaillent par exemple dans les laboratoires, en R&D, en packaging aussi. Voilà, l'idée est de vraiment mêler les différentes personnes qui prennent part à la validation de ces systèmes informatisés et automatisés. L'idée forte ici à retenir, c'est bien sûr l'idée de partage et d'échange. Voilà, on est là justement pour rencontrer les autres personnes, pour se remettre un petit peu en question, on va dire revoir un peu les choses dont on a l'habitude de faire et on va dire plutôt augmenter aussi son expertise. Si on a envie de se diriger vers un sujet en particulier, on le voit notamment justement avec le support de Christophe pour tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning. Voilà, Christophe est une bonne personne à aller contacter pour ça. Si on a envie, vous allez le voir aussi, ils vont le présenter juste après, tout ce qui est agilité, qu'est-ce que c'est, comment l'aborder, comment on va pouvoir le mettre en pratique, etc. Alors, tous ces experts-là sont là pour vous donner les clés et aussi prendre contact avec eux pour, s'il y a des questions, même après, pour la mise en pratique dans les organisations ou dans le développement de certains services. On est là aussi pour grandir tous ensemble. Donc, ICSVC va mettre à chaque fois à l'honneur les sujets d'actualité, mais aussi des sujets qui vous parlent. Donc ici, pour la première édition, bien évidemment, il a fallu mettre en place un programme pour pouvoir aller chercher les différents orateurs, etc. Donc ici, ça s'est fait majoritairement par moi et par les différents orateurs qui ont pu manier un petit peu le programme en fonction de leur expertise et de ce qu'ils voient aussi dans leur vie de tous les jours. Mais pour les prochaines éditions, bien évidemment, votre avis sera de mise, de rigueur. Donc, on vous questionnera sur quels sont les sujets que vous voulez aborder pour qu'on puisse justement avoir des discussions qui sont encore plus engagées et qui apportent réellement quelque chose sur le terrain. Voilà, pour la présentation d'ICSVC assez générique. Je ne sais pas s'il y a Merci des Laetitia. questions. N'hésitez pas dans le chat pour les gens qui sont connectés à poser toutes vos questions. Je les retransmettrai à Laetitia avec plaisir. En attendant, si vous voulez, Philippe et Christophe, hein, je vous laisse embrayer sur vos sujets et moi je m'occupe de faire la retransmission des questions quand il y en aura. Pas de souci. Alors justement, voilà, lorsque Laetitia, par l'intermédiaire de Quentin, en fait, nous a expliqué son projet de conférence. Bon, déjà, forcément, au niveau d'ISPE France, ça nous a tout de suite interpellés parce qu'on partageait aussi je veux dire, le ressenti de Laetitia. Et très rapidement, en fait,
le conseil d'administration s'est aligné et puis on a proposé à Laetitia de soutenir son initiative. Et à peu près à ce moment-là, en fait, il y a un groupe de travail au sein de l'ISPE France et du GAMP francophone, plus particulièrement, qui s'est créé fin 2022 sur un peu de la même façon, hein, comment mettre en pratique en fait tous ces principes d'agilité ou d'agilisation. Alors, non pas que la littérature sur le sujet manque, hein. On a eu la chance sur les dernières années d'avoir un guide Enabling Innovation, la seconde édition du GAMP 5 qui aborde plutôt bien ces sujets de l'agilité. On a même des documents externes comme le guide Bioforum, une première version qui apporte quand même un bel éclaircissement. Mais là aussi, beaucoup de choses d'un point de vue théorique. Dès qu'il s'agit de mettre en pratique, là, on se rend compte qu'il y a des petits soucis ou des gros soucis, ça dépend. En tout cas, une subtilité indéniable. Et pourtant, l'industrie pharmaceutique, qui est connue quand même pour être un petit peu en retard sur sa transformation numérique, investit énormément sur ces méthodologies de gestion de projet. Je pense que personnellement, c'est une erreur parce que l'agilité, c'est pas vraiment une méthodologie de gestion de projet, c'est plus une philosophie de travail. Et c'est ce qui nous a amené finalement toutes ces questions à créer un groupe de travail sur une approche de l'utilisation de l'agilité en environnement réglementé. Et typiquement, vu que ça coïncidait vraiment, hein, je veux dire, il y avait vraiment des similarités assez proches avec l'initiative de Laetitia et ICSVC. Très rapidement, au sein du groupe de travail, on s'est dit, tiens, ça pourrait coller. On pourrait présenter les résultats du groupe de travail en même temps que d'autres éléments. Et avec Christophe, en fait, on s'est mis assez vite d'accord de présenter le sujet et d'animer un atelier dans le cadre de l'ICSVC. Christophe, tu veux peut-être expliquer un petit peu plus ce que l'on va présenter ou aborder lors de cet atelier? Ouais, je peux, ouais, avec plaisir. Merci Philippe pour l'introduction. Effectivement, dans le contexte du groupe de travail, tu l'as bien dit, il y avait déjà plusieurs papiers qui existaient, il y avait déjà plusieurs aspects qui étaient intéressants. On s'est un peu penché sur des aspects plus concrets. Et l'idée, c'est aussi de remettre en perspective, comme tu le disais, qu'est-ce que c'est vraiment l'agilité. Et on entend beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est paradoxal avec le modèle en V ou le cycle en V. Donc on voudrait un petit peu aller là-dessus et expliquer que en fait, mon point de vue, le cycle en V décrit plutôt les aspects traçabilité, ne décrit pas les aspects séquentiels. Souvent c'est confondu avec, comme on dit ça en français, le waterfall, la méthode en cascade. Désolé, en franglais dans le quotidien. Et donc on voudrait un petit peu remettre ce genre d'aspect vraiment en perspective. Aussi d'expliquer un petit peu que on entend beaucoup d'agilité, mais ça ne s'applique pas forcément non plus à tous les projets. Donc, essayer un peu d'expliquer pourquoi l'agilité est intéressante pour certains des projets et lesquels s'adaptent le mieux. Dès qu'il y a un petit peu une complexité, l'idée, c'est de découper l'éléphant en plusieurs morceaux qui puissent être mangés. Quand c'est une souris et pas un éléphant, c'est pas forcément la peine de partir sur de l'agilité pour l'expliquer très rapidement. Et puis, on aurait essayé de donner un peu des perspectives là-dessus. Et puis, des sujets qu'on a un peu repris dans le groupe de travail aussi, c'est il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de discussions. Au final, les principaux problèmes que moi j'ai pu rencontrer et qu'on a bien vu que dans le groupe de travail, c'est un peu les problèmes que tout le monde voit. C'est du change management côté humain, quoi. C'est de l'organisationnel, donc il faut se mettre d'accord niveau assurance qualité, niveau IT, niveau outils. Qu'est-ce que finalement, est-ce que déjà on emploie les termes pour la même chose?
ça que dans le groupe de travail, on s'est vite penché sur créer un glossaire déjà. Quand toi, tu emploies ce mot-là, est-ce que moi je comprends la même chose ou pas? Souvent, il y a un peu des choses où il faut vraiment se mettre d'accord, hein. On a pu intervenir, nous, sur des projets en commun, même Philippe, où on discutait justement de ces sujets-là. Mais attends, toi, tu me parles de documents, moi, je te parle d'enregistrement. Qu'est-ce que c'est? On parle d'une QI. Qu'est-ce que c'est une QI quand on fait des déploiements automatisés? Enfin, des sujets vraiment où il faut se remettre tous un peu autour d'une table et les techniciens n'y connaissent pas vraiment ou s'intéressent pas forcément au côté réglementaire et à l'inverse, les accus ne sont pas toujours des experts techniciens et c'est beaucoup ces aspects-là ensuite qu'il faut remettre autour de la table. Donc c'est ce que j'appelle souvent de l'organizational change management. Je sais pas comment on dirait ça en français, mais vraiment du management des changements au niveau humain, quoi. Donc se comprendre, se former, se discuter, avoir un dénominateur commun finalement avant de pouvoir mettre ces choses-là vraiment de façon efficace en place, quoi. Donc, tous ces aspects-là qu'on essaiera d'introduire. Et l'idée aussi, c'est ce que tu disais Laetitia, c'est que ce soit pas non plus que des sessions, voilà, deux personnes parlent et vous nous écoutez maintenant pendant 3/4 d'heure, mais l'idée c'est aussi d'avoir une grosse partie questions-réponses, échanges, avec vraiment un engagement des participants qui est vraiment pour moi j'ai hâte de voir comment ça va se manifester tout ça, parce que comme tu le disais bien, Laetitia, beaucoup de conférences auxquelles moi j'assiste, c'est plutôt, voilà, il y a le professeur devant et les élèves comme à l'époque, soit qui dorment, soit qui suivent pas, soit on sait pas trop. Et là, je crois que le format est un peu différent, d'essayer d'avoir plus d'échanges, d'avoir plus d'opportunités, vraiment d'avoir des questions et de pouvoir essayer de répondre tous ensemble, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça. Et voilà, et puis de refaire un retour un peu sur ce que le groupe de travail a ressorti, hein. Donc, il n'est pas que la vision de Philippe et de moi, mais vraiment des pratiques qu'on voit un peu dans toutes les entreprises à l'heure actuelle, qui ont tous un peu les mêmes idées, les mêmes challenges. Mais ouais, comme tu le disais bien, Laetitia, de voir aussi, à l'international, il y a des choses différentes qui se passent, peut-être un peu plus en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en France. Et au niveau des tailles des entreprises aussi, il n'y a pas toujours les mêmes maturités, les mêmes idées. Il y a aussi un aspect qu'on a abordé, c'est les aspects aussi, c'est beau de parler d'agilité dans un projet, mais quand le management ou le portfolio comité te demande toujours des plans au niveau classique et tous les budgets sont organisés classiquement, hiérarchiquement, avec des choses vraiment qui ne sont pas forcément adaptées aux agilités dans chaque projet, ça fait souvent un peu des clashs. Donc en fait, c'est tout aussi l'organisation autour des projets qui doit un peu s'adapter. Je donne toujours l'exemple d'un projet auquel j'ai participé où ils voulaient s'organiser en mode agile. Donc normalement, il y a un Scrum Master, un Product Owner, une équipe de développement. Et théoriquement, d'après la théorie, il n'y a pas de chef de projet classique. Donc ça, c'était l'idée de base. Et bien, on s'est retrouvé avec 3 programmes managers, un du business, un de l'IT, un du portfolio. Où la théorie et la pratique se sont un peu mis en porte-à-faux. Et puis à l'inverse, les gens qui étaient censés participer au projet étaient en fait assignés à 5% parce que il n'y avait pas de compensation pour leur travail au quotidien. Donc la théorie dit que les gens doivent être focusés, assignés à temps plein. Et voilà, et comment on arrive à solutionner ce genre de questions, c'est intéressant d'échanger là-dessus, de voir les pratiques. Donc hâte de voir. Et alors, juste là, on ne vous parle que d'une seule conférence lors de ICSVC. Alors, imaginez ce qui va se passer sur ces 2 jours de conférence. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne sais pas, Laetitia, sur les autres aspects. Moi, j'aurais la joie de participer encore à une session spécifique sur l'IA que tu as déjà abordé brièvement. Donc, je peux peut-être embrayer là-dessus, mais tu pourras peut-être en donner un peu plus sur les autres aspects qui seront abordés, parce que je ne sais pas si les gens ont tous vu l'agenda, qui est effectivement très riche, hein, Philippe, comme tu le disais. Donc, je pense que le cerveau sera bien nourri après ces 2 jours. Et donc, est-ce que j'embraye peut-être, Laetitia, rapidement sur la partie IA? Donc, le format, si tu me corriges si je me trompe, hein, mais sera aussi similaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner un peu une introduction. Donc, je ne sais pas si les gens ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle des TED Talks,
qui sont des choses qui sont assez utilisées dans des conférences ou dans des webinars. Donc c'est un peu l'idée de la conférence. Tu me corrigeras, Laetitia, ou tu étendras sur la question si c'est nécessaire. Et donc là, moi, j'aurais la joie de faire ça pour la partie donc, IA. Donc, on a déjà entendu parler au départ par la partie webinaire qu'on fait pour le GAMP francophone et pour la journée du 14 novembre. Et donc là, l'idée, ça sera un peu de remettre les bases sur, pour ceux qui ont vu le webinaire, je suis désolé, ça reprend un peu des sujets qu'on a discutés déjà là-bas, mais beaucoup de gens maintenant ils identifient IA ou pensent IA que quand on parle de ChatGPT ou autre, vraiment des IA génératives. Donc déjà un peu remettre l'église au milieu du village, on dit ça en français? Ouais, je crois qu'on le dit aussi en français. Sur ce que c'est vraiment des IA, quelle est la différence par rapport à un système déterministique, donc vraiment aborder cet aspect probabilistique, qu'est-ce que ça change, en particulier quand c'est dans le domaine de la santé qui nous touche tous. Est-ce qu'on est toujours prêt à accepter un aspect probabilistique ou quels sont les garde-fous qu'il faut peut-être mettre en place? Je reprendrai aussi quelques cas d'utilisation que vous avez peut-être vu dans le francophone, dans le webinar, et aussi donner des perspectives. Donc là, l'ICSVC, tu l'as pas trop dit, je crois, Laetitia, ou tu l'as peut-être abordé rapidement, mais ça sera pas que de la pharma. Souvent, on parle de CSV plutôt dans la pharma, mais j'aime bien toujours donner plus de perspectives dans le dispositif médical, parce qu'en particulier en IA, de mon point de vue, en tout cas de ce que moi je rencontre chez les clients, c'est beaucoup, beaucoup plus avancé que dans la pharma. Alors, dans la pharma, beaucoup en parlent, mais des vrais IA en productif validés, j'en ai pas encore rencontré non plus des floqués. Alors que par contre, dans le dispositif médical, je vous invite à regarder, il y a un site de la FDA qui est actualisé. Alors, je crois que c'est que trimestriellement, voire même semestriellement qu'ils le mettent à jour, mais même à date, il y en a déjà. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, ça devait être 800 applications que la FDA a approuvées dans le dispositif médical qui contiennent de l'IA. Et donc là, c'est pas du futur, c'est vraiment déjà en production. Et là, il y a vraiment des aspects intéressants aussi à travers les certifications, les chemins. Au niveau européen, on en a parlé beaucoup avec Philippe récemment, l'AI Act, que vous avez peut-être entendu. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction en français de l'AI Act, mais c'était un document maintenant qui est devenu officiel il y a quelques semaines au niveau Union européenne et qui n'est pas du tout spécifique pharma ou dispositif médical, et qui par contre reprend des aspects au niveau risque, et les aspects risques liés à la santé sont assez intéressants à prendre en perspective, évidemment. Donc c'est pour nous dans notre ADN déjà dans la pharma, mais du coup l'AI Act donne encore une perspective un peu différente, en particulier dans le dispositif médical, c'est un peu spécifique, parce que pour ceux qui connaissent, il y a des différents niveaux de risque dans le dispositif médical, des classes. On appelle ça classe 1, classe 2A, classe 2B, classe 3. Pardon, je suis nous en anglais. Mais bon, bref. Et en fait, là, l'AI Act apporte une autre perspective et dit qu'en fait, quand c'est une IA qui est utilisée en santé, c'est high risk par définition. Donc là, il y a un peu des choses paradoxales qui se mettent en perspective. Il y a aussi des chemins de certification qui, a priori, vont être différents quand on a une IA de quand on n'a pas d'IA. Et tout ça, on va voir comment ça se matérialise. C'est toujours le cas quand c'est une nouvelle loi. Il y a l'idée de la loi et après, il y a l'application. Donc, on va voir. Mais c'est des aspects qui, je pense, sont intéressants à aborder. Donc, évidemment, je ne pourrais pas aller trop dans les détails dans cette intervention. Mais l'idée, ça sera justement d'expliquer un petit peu ces aspects-là, donc dans l'aspect dispositif médical, mais aussi dans l'aspect pharma. Donc dans la pharma, on a la chance, ou je ne sais pas si c'est une chance, suivant les gens, de ne pas encore avoir de changement réglementaire. Alors, il y a des débats aussi à toutes les conférences auxquelles je vais. Donc, l'annexe 11, il y a un papier concept de révision de l'annexe 11 qui, elle, dit déjà que a priori, il y aura des aspects IA dans la nouvelle révision. On n'en sait pas trop plus encore, mais bon, on va voir. Et bon, l'annexe 11 en elle-même couvre déjà, à mon sens, les aspects de base qu'on attend. Mais l'idée de base, c'est qu'on ne veut pas avoir un risque non maîtrisé quand on remplace par un système informatique qui soit déterministique ou probabilistique. En revanche, il y a déjà beaucoup de white paper guidelines de la FDA, de l'EMA,
Je cite souvent aussi l'agence danoise qui est très en figure de proue parce qu'il y a un inspecteur qui est très intéressé par les sujets IA. Donc, je vous invite à regarder, il y a des FAQ là-dessus publiés qui sont déjà assez spécifiques, qui vont vraiment dans des détails assez intéressants. Donc, par exemple, qui touchent au score F1, ceux qui ont déjà entendu parler de ça en IA. C'est un score qui est souvent repris pour faire des compromis. On vise un certain score à travers le nombre de faux négatifs ou de faux positifs ou de vrais négatifs ou de vrais positifs qu'on est prêt à accepter. Donc faux négatif, faux positif, j'expliquerai un peu plus ce que c'est, mais je vous donne un exemple concret, c'est vous prenez une image de radiographie, vous voulez par exemple dire est-ce qu'il y a une ostéoporose ou est-ce qu'il n'y en a pas. Un faux positif, ça voudra dire que l'IA vous dira ce patient-là a l'ostéoporose alors qu'il ne l'a pas. Donc peut-être que le médecin sera amené à faire plus d'analyses, donc ça coûtera plus cher à l'assurance maladie pour au final avoir une bonne nouvelle côté patient. Mais bon, c'est un aspect psychologique aussi. Si on vous dit que vous avez une maladie grave, ça a aussi des gros impacts. À l'inverse des faux négatifs, vous imaginez bien que ça pose un autre problème. Donc, on vous dit le patient n'est pas malade, vous le renvoyez à la maison, vous ne le suivez pas, vous ne le traitez pas. Là, évidemment que ça va poser des problèmes très rapides. Donc là, je vous parle plutôt côté DM. On a les mêmes choses côté pharma. Hein. Donc, on a repris des use cases, par exemple, d'inspection visuelle qui sont intéressants. Par exemple, vous faites passer tous vos ampoules que vous avez produits en manufacturing devant une caméra et la caméra va vous détecter s'il y a des impuretés. S'il y a des faux négatifs que vous ne détectez pas, par exemple, là, c'est un vrai problème. Donc, comment vous procéduralisez ça? Est-ce qu'il y a quand même des contrôles humains qui sont faits derrière? Est-ce que c'est... Voilà, donc tous ces sujets-là sont quand même très concrets et puis très intéressants à discuter. Désolé, j'ai déjà pris énormément de temps pour l'expliquer, mais je ne sais pas si vous voulez... Je peux m'étendre des heures là-dessus, hein. C'est un sujet qui me passionne. Ouais, ça se voit, t'inquiète pas. On a une petite question qui est arrivée dans le chat de Sarah. Comment intégrer des technologies émergentes comme l'IA et le machine learning dans la validation des systèmes? Et quelles IA avez-vous côtoyées? Alors, dans la validation des systèmes, c'est-à-dire pour l'aide à la validation, si je comprends bien la question. Je suppose, ouais. Donc ça, c'est des sujets, je les avais abordés aussi rapidement dans le webinaire en francophone. Je vous inviterai à regarder l'enregistrement. Je m'étais mis moi-même dans un hamac pendant que l'IA validait moi-même le système pour moi. C'était évidemment provocatif. Pour moi, un des principaux sujets auxquels il faut toujours réfléchir quand on parle d'IA, c'est qu'en fait, une IA sans des données claires, je le vulgarise souvent en cheat in, cheat out. Désolé, c'est pas du francophone, mais une IA n'est aussi bonne que sur la base pour le point on l'a entraîné, et sur quel type de données on l'a entraîné. Et pour tous ceux qui font de la validation, une URS typiquement, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à en créer, mais en fait les cas d'utilisation d'un système sont totalement différents. Même si on dit c'est un ERP, c'est un LIMS, c'est un MES, il y a toujours quand même un contexte d'utilisation qui varie grandement. Quand c'est une entreprise, par exemple, nous on a des clients qui sont Service Lab, c'est pas du tout la même chose qu'un client qui va produire lui-même. Il y a totalement une autre perspective du cas d'utilisation, même si c'est recoupé sous un acronyme LIMS. Et une IA, si vous lui dites quelle est une super URS pour un LIMS, vous ne savez pas comment elle a été entraînée, les données pour lesquelles elle a été formée. Et là, il y a souvent ce qu'on appelle des hallucinations dans ce cas-là. Donc, il va vous sortir un truc qui vous paraît hyper plausible, qui en fait va pas du tout correspondre au cas d'utilisation concret de votre client. Et ça, c'est la couche de base. Si votre cas d'utilisation n'est pas décrit concrètement dans une bonne URS, vous n'allez pas pouvoir valider ça proprement. Donc, j'avais cité rapidement, on voit des choses sur Internet qui montrent maintenant, vous mettez juste un mot-clé et ça vous ressort tout le dossier de validation. Je crois que là, on peut reprendre le critical thinking. Il y a une traduction du critical thinking en français, mais il faut un peu se poser les bonnes questions. Donc, il y a peut-être des aspects qui sont aidants
ce genre de choses. Mais il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Deuxième fois que je le dis aujourd'hui. Mais Il réfléchir faut... vraiment à qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'intérêt vraiment d'un CSV, quel est vraiment ce qu'on veut faire, quel est le cas d'utilisation. Et ça, il est totalement différent pour chaque entreprise. Donc, ne croyez pas trop ce qu'une sorte Ouais. d'IA générative peut sortir dans ce cas-là. N'hésitez surtout pas à suivre, si l'IA vous intéresse, là on va essayer de revenir au sujet principal, mais si l'IA vous intéresse, comme le disait Christophe, n'hésitez surtout pas à regarder le premier webinaire qu'on a fait, il y en a un deuxième qui va arriver prochainement, et on aura la conférence intelligence artificielle en novembre. Laetitia, je ne sais pas si tu veux développer d'autres parties de ton programme avant qu'on termine. Si, bien sûr, on peut. Pour terminer sur tout ce qui est IA, bien évidemment, c'est un sujet qui sera bien abordé lors du congrès. Donc, en plus de l'atelier de Christophe vraiment dédié au CSV sur les systèmes centrés sur l'IA, il y a également un autre atelier qui sera donné par la société Profarma, la société hollandaise, qui elle est plus axée sur les dispositifs médicaux. Donc, eux vont aborder le sujet de l'impact de l'intelligence artificielle dans un SAMD, pour la validation d'un SAMD en fait, d'un Software as Medical Device. Et on a également une session plénière qui sera dédiée à tout ce qui est intelligence artificielle et digital twins. Donc, on a deux intervenants qui viendront présenter des sujets concrets là-dessus, et notamment toujours dans le dispositif médical aussi, deux personnes qui viendront montrer comment ils ont développé un outil basé sur l'intelligence artificielle pour mettre en place un système de qualité pour une société de dispositifs médicaux. Donc c'est vraiment un sujet qui sera abordé. Faudra surtout pas hésiter à poser des questions, même si voilà, on peut être des fois au début de qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle, bien comprendre ce que c'est. Évidemment, j'imagine que lors des ateliers, il y aura ce petit rappel qui sera fait justement dans la partie présentation de l'orateur pour introduire le sujet. Et ensuite, s'il y a encore besoin d'un peu plus de détails, il ne faudra pas hésiter à le demander à l'orateur. Donc pour les autres sujets, alors bien évidemment, en fait, pour le congrès, je suis partie sur deux jours, donc 2 jours en fonction des sujets qui seront abordés. Le premier jour, le jeudi, c'est plutôt nouvelles technologies, donc forcément l'IA est assez présente, mais on abordera justement en session plénière, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle le Smart Factory ou le Smart Lab. Qu'est-ce que ça sous-entend? Comment on peut essayer d'arriver à ça lorsqu'on est déjà une société existante et qui est peut-être avec une architecture un peu lourde? Il y a aussi d'autres sujets lors des workshops qui sont plus axés sur voilà, comment on fait la validation sur des systèmes déjà existants, comment on aborde certains sujets, on va dire déjà présents, alors qu'on essaye aller vers une digitalisation. Et le second jour, le vendredi, c'est plutôt axé data, puisque voilà, avec toutes ces nouvelles technologies, évidemment, on a beaucoup plus de données à traiter, à gérer, et donc comment voilà, on va pouvoir mettre en place cette gestion de la donnée. Donc en session plénière, on est plutôt axé sur big data, qu'est-ce que c'est, digital transformation, et bien évidemment l'impact sur le data integrity. Donc, lors des sessions plénières, on aura quelques démonstrations aussi. On a beaucoup de sujets sur tout ce qui est cybersécurité, évidemment, l'utilisation des clouds, l'utilisation de grosses bases de données, etc., où on a de plus en plus de cyberattaques. Voilà, comment on va pouvoir un petit peu, comment aborder ce sujet-là, comment le mettre en place aussi dans tout ce qui est validation. Donc, on a également un workshop d'une société française qui viendra présenter en session plénière un outil pour justement détecter un petit peu, travailler sur ces aspects de cyberattaque. Donc, comment on peut s'entraîner les systèmes pour détecter des cyberattaques, et également un atelier aussi dédié pour un peu plus du côté des dispositifs médicaux, puisque c'est un secteur qui avance un peu plus vite que le pharma, comme le disait Christophe, sur certains aspects, et notamment sur la cybersécurité. Cette société-là française va présenter aussi comment inclure on va dire, des requis cybersécurité dans le développement d'un dispositif médical et dans sa validation.
Mais on restera aussi sur des sujets un peu plus terre à terre ou un peu plus, on a l'habitude un peu plus de gérer ces choses-là. Donc, on peut revenir aussi sur tout ce qui est simplification de la validation, évidemment, toujours en lien avec l'agilité euh, et on va dire le, comment dire, simplifier la validation et donc alléger l'effort de validation. Donc, sur quoi s'appuyer? Donc, évidemment, tout ce qui est aussi fournisseur, euh, mais également les bonnes pratiques d'engineering, etc. Voilà, pour éviter d'avoir à chaque fois une validation un peu lourde, surtout si on veut aller assez vite pour implémenter toute cette nouvelle technologie. Donc, vous avez tout le détail sur le site internet et également cet été, il y aura de plus en plus d'explications sur le contenu des sessions plénières et aussi les sujets qui seront abordés lors des workshops. Il a fallu aussi le temps aux orateurs d'un petit peu déchiffrer les sujets et comment ils allaient aborder certains sujets. Ça vous donnera aussi des pistes des sujets qui pourront être abordés avec les orateurs. Bien évidemment, même si la part est donnée à l'échange et à la parole des participants, il y a toujours bien qu'une heure qui est dédiée à un sujet, ça passe vite. Donc, il y aura forcément des sujets, on va dire, un peu priorisés parce qu'à partir d'un sujet, on peut divaguer, on peut aborder des sujets connexes, etc. assez facilement. Donc, on va devoir un petit peu rester concentré et aborder vraiment les sujets principaux. Et il ne faudra pas hésiter à aller aborder les sujets connexes avec les orateurs pendant les pauses de networking, bien évidemment. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent aussi dans le chat aussi. Pour le moment, on n'a pas eu d'autres questions. Je vois qu'il est déjà 47, on a débordé de 2 minutes, donc je propose de passer à la conclusion. Hop là. Toujours les mêmes liens pour GAMP francophone, on n'a rien changé de ce côté-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les groupes signalés WhatsApp, comme je le dis à chaque fois. Laetitia, par contre, ce que tu pourrais peut-être faire, c'est expliquer où est-ce qu'on peut te retrouver. Où est-ce qu'on peut... Ah oui, tu veux dire pour le congrès? Alors, Ouais, le pour le congrès. congrès, oui, évidemment. Donc, le congrès, il y a évidemment une page web, donc www.icsvc.com. Sur LinkedIn également, à travers mon profil, vous pouvez accéder directement au site internet. Donc, il y a le petit lien, vous savez, sous la présentation, lien vers le site internet. Il y a également une page LinkedIn dédiée au congrès. Donc, pareil, ICSVC. Vous pouvez très bien être abonné en tombant sur la page et à chaque fois, sur chaque post qui a été fait pour parler du congrès, il y a le lien soit vers le site internet, soit vers la page LinkedIn. Et évidemment, la page LinkedIn est accessible via le site internet. Je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas. Ok. Est-ce qu'on a des questions? Désolé. Est-ce qu'on a des questions de dernière minute dans le chat? Je vous laisse quelques secondes pour les poser. Et puis sinon, on va finir le direct pour aujourd'hui. Merci en tout cas Laetitia d'être venue présenter le congrès, c'était super sympa. Merci Christophe et Philippe pour votre présence et la présentation de ce que vous allez nous raconter. Apparemment Lionel nous dit tout est clair. T'as Lionel et Nathalie qui te remercient Laetitia pour la présentation. Avec plaisir. Bon. Eh ben impeccable. Eh ben sur ce, je vous propose de clôturer pour aujourd'hui. Merci tout le monde. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour les webcafés côté ISPE en août. Et à la prochaine. Merci bien, salut. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.